Beauté, Otep, Amos, Djambo à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs, Kamito, Noir, Mélanoderme de toute la terre, Menzona, Zanete, et on voit à vous tous. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la lecture du premier texte de Kalogui. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas lire tout son livre, on va lire les parties qui nous intéressent particulièrement parce que pour ceux qui ont effectivement ce bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas, bon, je pense que majoritairement, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Ceux qui aimeraient bien revoir la biographie, voici l'affiche qui en parlait de sa biographie, si ça vous intéresse. Allez revoir ce podcast. Aussi, il ne dure pas beaucoup, je crois qu'il fait 14 minutes, 13, je ne sais plus. Mais il fait moins d'une heure en tout cas. Il fait vraiment moins d'une heure. Pour ceux qui veulent comprendre l'explication, parce que c'est pas un type très facile à comprendre, je vous envoie effectivement à ce podcast-là que vous voyez en affiche aussi. Donc, il expliquait l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire l'avenir de l'Europe, comment est-ce qu'elle va se construire, comment est-ce qu'elle doit se construire après la défaite de l'Allemagne. Effectivement, sur Kama Kachopa, comme vous avez compris ce qui se passe en Afrique, notamment ces derniers temps, le rapport de force est en train de se faire, bien qu'effectivement la pression se met et se maintient. Et donc, l'avenir, comme vous avez compris dans mes précédents podcasts, l'Europe veut créer son avenir sur l'Afrique, sur les Africains, sur le sang des Noirs comme d'habitude. C'est une habitude, vous savez. C'est comme ça qu'ils arrivent à traîner à bon terme leur soi-disant niveau de vie qui n'est plus trop le même comme avant. Donc, le meilleur niveau de vie était au niveau où l'esclavage était au plus haut point, comme la période arabique. Effectivement, vous savez tous que dans les zones arabiques, il y a deux visions. Il y a la vision qu'on veut montrer les grands pays du Golfe. Et effectivement, il y a l'arrière-terrain. Vous savez, c'est toujours dans l'arrière-terrain qu'on voit la réalité. C'est comme dans les affiches publicitaires. On va jamais mettre un truc qui a un désavantage. Bon, sauf s'ils mettent des noirs, ça sera toujours la même chose. Voilà. Donc, quand ils veulent se mettre en avant, ils vont toujours mettre une très belle pancarte. Mais effectivement, jamais on ne mettra la pancarte mouche. Même lorsqu'ils font la promotion de la pauvreté ou de l'idiotie, ils essayent quand même de la montrer de façon un peu jolie. Alors que, effectivement, quand ils nous mettent en pancarte, c'est souvent assez bizarre. Donc, on ne va pas faire la comparaison, ça ne sert à rien. Donc, nous voyons donc que leur avenir, c'est l'Afrique, effectivement. C'est pour ça qu'ils veulent y rester. C'est pour ça qu'ils sont prêts à nous sucer le sang. Comme je vous ai dit, c'est un système vampirique pour le maintien de la beauté de l'Europe. Ce n'est pas que de l'Europe. Maintenant, on va augmenter un peu l'échelle, on va dire de l'Occident en particulier. L'Occident a besoin du sang des Noirs. Donc, tant que les Noirs ne mourront pas, ils ne pourront pas vivre leur extrême. Comprenez que c'est un peu ça. Donc, c'est ce système-là qui les a rendus plus ou moins dans leur bon point, notamment à ces époques-là, jusqu'à une certaine époque du 21e siècle, effectivement, parce que tout n'était plus comme avant. Et on ne va pas mentir que la Covid, bon, je vous l'ai dit, la maladie couronnée, excusez-moi, la maladie couronnée a un peu gâché tout ce qui avait été préparé. Effectivement, il est clair que d'après les visions sectaires leucodermiques, il était plutôt prévu l'inverse, c'est-à-dire les mélanodermes meurent en milliers parce que c'est ce qui est prévu et c'est ce qui est toujours prévu. De toute façon, si le vaccin, effectivement, ça ne fonctionne pas, cette histoire, ils vont faire comme d'habitude, ils vont aller tuer, créer des mouvements, des terrorismes, etc. Mais le Covid a beaucoup tué et exterminé en Europe. Parce que cette maladie, la maladie couronnée, existe bel et bien, donc ce n'est pas comme si elle n'existe pas, elle est réelle, effectivement. Mais malheureusement, il y a une petite histoire qui n'est pas très claire dans cette maladie couronnée, donc voilà. Et donc, ça a plutôt tué beaucoup d'Occidentaux caucasiens. Parce qu'il faut comprendre que aussi, la Covid a été repérée partout où il y a du leucoderme. Il y a une zone de propagation coviciale. Donc, ça veut dire que le pathogène, ça veut dire que l'organisme leucodermique, on pourra même dire caucasien en particulier, mais c'est plutôt leucodermique, donc caucasien, bridé, arabe, sont potentiellement des organismes pathogènes. Donc, leur corps recèle des pathogènes, effectivement. Également, vous avez compris que à la fonte des glaces, notamment à la fin de la période glaciaire, des pathogènes qui avaient été conservés effectivement dans la glace ont été libérés. Effectivement, beaucoup de leucodermes les ont parce qu'effectivement, ça fait partie de leur onde génétique. Et donc,
faut comprendre que si ces personnes meurent souvent très très rapidement, c'est parce que de façon génétique, ils n'ont pas une constitution très très forte. Voilà. Et donc, si nous continuons effectivement, parce qu'il faut bien expliquer avant d'arriver, vous devez donc comprendre que c'était un plan qui est prévu. C'est le sang des Africains qui vont permettre à l'Occident de vivre, d'être heureuse. Et c'est ça qui a permis à ce qu'ils aient un niveau de vie plutôt agréable et fixe, et que tous les Noirs de la Terre, hommes comme femmes, puissent les envier leur richesse, leur matérialisme, leur intelligence, parce que à ce moment-là, tout leur a été attribué, l'intelligence et la richesse, les outils matériels, et etc. Effectivement, on n'a que vu la façade de cette richesse. On n'a pas vu ce qui a créé la richesse, dont le sang de vos parents, de mes parents, de nos parents, de tes parents, de tous les parents mélanodermes, ça a créé cette richesse de l'Occident qui aujourd'hui avait vécu le plus grand moment. Effectivement, ça a permis même aux familles moyennes, vous savez qu'il y a une époque où les familles moyennes occidentales en général pouvaient bénéficier de certains dons ou aides qui étaient bien supérieurs à ce que vous voyez aujourd'hui. Effectivement, c'était dû à cette époque-là. Ils avaient du travail, ils avaient beaucoup de choses qui, plus ou moins, ne sont plus aujourd'hui. Et comme vous pouvez le comprendre, ils l'ont compris lorsqu'ils avaient donné ces fausses indépendances, mais derrière, les Occidentaux notamment, on va pas se mentir, les Occidentaux, je peux pas totalement dire les Européens, les Occidentaux, avaient toujours une main mise. Mais effectivement, ça a de moins en moins opéré au fil des années, notamment avec des pays qui ont pu se dégager, ont pu comprendre l'intérêt de se positionner d'un certain point de vue pour enrichir leurs propres terres, bien qu'effectivement la même maladie du mélanoderme reste, c'est-à-dire sa maladie congénitale qui est son infériorité mentale vis-à-vis du locoderme, c'est-à-dire il faut que le mélanoderme, pour qu'il soit pleinement conscient de sa richesse, doit se connaître lui-même. Et la question va se maintenir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement en fait? Qui êtes-vous réellement? Et dans qui êtes-vous réellement, le mélanoderme doit se dire qu'il doit être lui-même et fier d'être lui-même. Donc s'il veut se dépasser, qu'il fasse tout pour se dépasser, qu'il ne reste pas à murmurer, à imaginer que c'est avec autrui qu'il va devenir riche, fort, qu'il va trouver une certaine aisance de vie. Ce n'est nullement à gauche ni nullement à droite que vous allez trouver du bonheur. Le bonheur, c'est d'abord vous-même. Vous-même, trouvez du bonheur en vous-même d'abord. Ce n'est pas en allant vous accrocher à quelqu'un qui va vous mépriser et qui sait effectivement pourquoi vous êtes là que vous allez trouver du bonheur. Et donc, c'est aussi ça la question. Qui êtes-vous au point de tellement vous haïr et trouver le bonheur ailleurs? Effectivement, Kalugui a également répondu à cela. Et il a compris en quoi l'aliénation du mélanoderme était un outil pour eux, effectivement, pour s'enrichir. Parce que plus vous êtes inconscient, plus vous êtes bête, plus vous êtes paresseux, plus vous êtes matérialiste, parce qu'il a très bien compris l'intérêt du matérialisme, et effectivement, eux, ça va leur permettre davantage de se bomber le torse. Et vous avez compris dans l'explication de l'introduction que l'occidental, pour montrer sa puissance, il doit écraser. C'est en se comparant, parce qu'ils ont beaucoup aimé se comparer. Jusqu'à aujourd'hui, ils se comparent. Donc, c'est en se comparant au peuple qu'ils ont appelé peuplade, notamment Kalugui, qu'ils ont effectivement montré leur supériorité. La supériorité du locoderme vient de l'écrasement. Et je vous ai dit que le problème du faible, le faible veut toujours se comparer à des personnes qui, effectivement, sont à l'ouest de leur propre esprit. Des gens qui sont à l'ouest de leur propre esprit, vous ne pouvez même pas vous ne pouvez pas clairement déterminer s'ils sont forts ou faibles, puisqu'ils ne sont même pas là, en fait. Ils sont totalement hors sujet. Un fort se compare à un fort ou à un plus fort que lui. Un faible ne va jamais se comparer à un faible. À quoi ça sert? Vous êtes tous les deux des faibles. Est-ce qu'il y aura un plus fort des faibles, sachant que, de toute façon, vous êtes faibles aux yeux des autres forts? Et donc, c'est ça le problème, notamment de l'Europe. Bon, on va se centrer sur l'Europe pour Kalugui. Je ne m'atteins pas en Occident parce qu'il est parti aux Amériques, effectivement, fuir à cause de cette histoire de la Deuxième Guerre qui s'approchait. Et effectivement, il est parti, il a travaillé pour l'ONU, donc pour la mise à pied de l'ONU, etc. Bon,
Ça, c'est une longue histoire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est comme ça que le système s'effectue, se crée, etc. Donc, à la fin de cette lecture d'introduction, il a expliqué l'importance de se venger de l'hiver, donc du climat, de se venger de ce que le Créateur a créé, du temps que le Créateur a créé et du contexte climatique qui les ont créés. Effectivement, au-delà de toutes ces histoires idéologiques, Karagué est au courant de comment est-ce qu'il est né. Du moins, si vous voulez dire son peuple locodermique. Lui, il est moitié caucasien, moitié œil bridé locoderme. Donc, dans la vie de Karagué, ce qui est quand même assez particulier, bon, on en reviendra, je finis d'abord. Donc, ils doivent se venger du climat de l'hiver. L'hiver qui a été pour eux le pire moment de leur existence. Mais ils devraient plutôt remercier l'hiver et le fait qu'il y ait eu moins de soleil parce que c'est ce qui a permis à ce qu'ils soient nés. Mais effectivement, ils ne remercient aucunement rien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'honneur à être né sous de telles conditions climatiques, mais effectivement, vous êtes nés, en fait. Vous êtes venus, voilà. Donc, il y a une vengeance contre le climat. Lui-même l'a répété, ils doivent se venger contre l'hiver. Ils doivent se venger du temps. Ils doivent se venger du fait que le Créateur leur a pas mis sur des terres extrêmement riches. Maintenant, je veux aussi vous rappeler, comme j'avais dit dans cette séance-là, que la leucodermie était née sur des terres riches. Notamment, vous comprenez que les mélanodermes sont venus, étaient les premiers occupants de ce qu'on appelle l'Europe vulgairement. Après, le mieux, c'est d'acheter les livres de Kalala Omotunde. Et donc, il explique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette terre-là, européenne, il y avait des matières premières. Elles étaient présentes. Et il faut comprendre que les arbres, des plantes, toutes sortes, il y avait certains aliments qui poussaient d'une extrême rareté, même qui arrivaient à pousser là, qui probablement n'existent plus. Mais effectivement, tout a été détruit par la surproduction, la pollution des sols et les guerres. Et les guerres, les outils atomiques et polluantes qui ont appauvri et pollué et détruit les sols. Et donc, c'est la même chose que fait la Chine. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y avait des minéraux qui étaient sur ces terres, mais qui ont été tous vulgairement pris, donc arrachés, volés pour effectivement montrer la beauté, la sublimance de cette nation colorée ou sans couleur. Comme ils disent qu'on est des personnes de couleur, eux ils sont des sans couleurs. Et donc effectivement, on voit très bien que ce qu'on appelle l'Europe, du moins, j'ai pas encore un meilleur mot, c'était une terre qui avait un trésor, des trésors, qu'ils ont tous gâtés, pollués, détruits d'eux-mêmes. Parce que partout où ils partent, tout est détruit. Tout est détruit. Ou tout se détruit, ou tout meurt à la limite. Et même la moralité et les mœurs finissent par de plus en plus baisser davantage. Donc, voilà un peu le contexte là. Et donc, il veut se venger de ce phénomène. Mais si Karagué avait étudié l'histoire, il aurait su que ce sont ses frères qui ont tout détruit. Et qu'en fait, cette terre qui s'appelle Europe, en fait, c'était une terre qui avait énormément de potentiel. Et il pense que c'est en allant détruire d'autres terres, du moins en allant détruire les personnes qui vivent sur les autres terres, qu'ils pourront prendre ces richesses et que les richesses resteront. Il se peut même que s'ils tuent tous les Noirs, tous les Africains, il n'y a même plus rien dans le sol et sous-sol africain. C'est aussi possible dans cette mesure. Peut-être que c'est parce qu'il y a des mélanodermes que probablement il y a des choses sur ces terres. Et probablement s'ils meurent tous, probablement il n'y aura plus rien. Probablement. Puisque partout ils sont partis, les minéraux, les matières disparaissent. Mais on ne peut pas clairement l'expliquer aussi parce que vous voyez très bien que dans la zone où il y a la Russie, à l'est, il y a beaucoup de matières premières. L'Europe de l'Est, notamment la partie où il y a la Russie, l'Ukraine, etc., il y a des matières premières. Riches en pétrole, en gaz, en énergie, je ne sais pas quoi. Riches dans ces éléments-là.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas clairement la terre qui est pauvre. Ça veut dire que ce sont les habitants qui sont pauvres. Quand on est pauvre, on détruit la terre. Quand on est pauvre, on arrache tout ce qui est à la terre. Lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on est vraiment d'une maladie psychopathique d'un niveau extrême dans la tête, on rase tout sous le passage et on appauvrit les sols. C'est la pauvreté mentale qui appauvrit les sols. La richesse mentale enrichit les sols. Parce que même dans les terres glaciales, où sont les peuples de l'Europe de l'Est, ils arrivent à avoir des matières premières, ils arrivent à avoir des sortes de végétaux qui poussent et qui les permettent à se nourrir, etc. Donc clairement, c'est quoi le problème? C'est la mentalité européenne qui est un problème. Et en Chine, ce qui pollue la Chine, c'est la mentalité des Chinois. Et cette mentalité va détruire les Chinois petit à petit. Certes, ils sont en collaboration, etc., mais ils s'autodétruiront un jour ou l'autre à cause de cette sale mentalité. Pareil en Inde, pareil dans les pays du Golfe Persique, pareil de ce que vous voyez déjà dans les Amériques, mais les Amériques, ce sont les Européens, voilà. Donc, pareil là-bas, pareil en Afrique du Sud, effectivement, là où il y a les Boers, parce que partout où ils sont, il y aura la mort. Partout où ils sont, il y aura la mort. Et en Océanie également, avec les leucodermes qui sont en Océanie, notamment les Européens d'Océanie, il y aura la mort. Donc, ces gens, partout où ils partent, il y aura la mort. Voilà. Lorsqu'on ne respecte pas la nature, on mourra, ça c'est sûr, tôt ou tard. Lorsqu'on ne respecte pas les êtres vivants qui sont, on meurt tôt ou tard. Et dans cette introduction-là, Kalegi avait également expliqué le comportement de ses frères. Il sait très bien pourquoi tout ne va pas bien. Et il le sait parce qu'il sait que en chaque Caucasien, et il a lui-même souligné, ils ont un certain problème. Et ce problème, il est pathologique. C'est une pathologie psychiatrique d'un niveau qu'eux-mêmes ignorent. Effectivement, pour se renvoyer l'ascenseur, parce que c'est le seul moyen de le faire, il faut qu'ils tapent sur des peuples qui sont devenus des aliénés. Vous savez, quoi de plus facile que d'aller insulter des aliénés, donc des gens qui sont à l'ouest de leur propre existence. Plus vous êtes à l'ouest de votre existence, plus il est facile de vous détruire, puisque vous avez été détruit de l'esprit, donc comme le peuple noir. Et donc, s'il retrouve sa fierté, si ce peuple noir retrouve sa fierté, il sera difficile d'aller le détruire. S'ils arrêtent de rêver, parce qu'ils vivent dans les rêves des autres, ils sont dans le Sharingan du Koderme, s'ils arrêtent de vivre dans les rêves des autres, peut-être qu'ils auront pleinement conscience de ce qui se passe dans leur propre existence, et donc ne se laisseront plus marcher comme des idiots. Bon, c'est un combat qui va se faire continuellement, mais on espère que la meilleure voie à suivre. Donc, ils vont utiliser cette idiotie qu'ils ont créée en l'Africain, au noir en particulier, pour effectivement les défaire et les détruire. Et ensuite, pouvoir arracher à la terre ce qui ne leur a pas été permis d'avoir de base. Voilà. Et à la fin, la promulgation de la barbarie, du meurtre, du sang, et de leur culture de base qu'on appelle le cannibalisme. Voilà. J'espère que là, le résumé a été clair. Donc, avant de commencer, je vous invite à liker et à partager le podcast. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bon. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker. Faites ce que vous voulez. Je sais que souvent, vous n'êtes pas très dans la sauce, mais si vous avez un geste à faire, faites-le. Kalegi, comme je vous l'ai dit, c'est un moitié japonais, moitié autrichien. Et donc, de son nom japonais, c'était Ryoratu Nikolazu Eijiro Kudenofu Karerugi Akushaku. Et donc, vous avez tous ceux qui étaient nés in Japan, Tokyo, en 1894. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa mère, en voulant épouser ce Caucasien, a été bannie de la famille. Il faut comprendre que au Japon, bien que vous avez compris que les Japonais, on va dire les œils bridés en général, on va généraliser. Les œils bridés, il faut comprendre qu'en général, ils sont très complexés. Oui. Ils sont parmi les grandes puissances aujourd'hui. Bon, ça c'est des histoires. Moi, je vous ai dit la compétition, c'est pour eux. Ils sont les grandes puissances aujourd'hui, pour eux.
Et il faut comprendre que malgré ce positionnement qui se sont autoproclamés dans l'ensemble autoproclamé, il faut comprendre que malgré cette puissance, ils ont un sérieux problème sur lequel, s'ils ne le règlent pas, un jour, ça va les affaiblir, notamment la caucasiennerie, leurs frères, ou les Arabes, leurs frères, pourront effectivement prendre appui sur ça pour les détruire, vu qu'ils sont en compétition et dans la mort. Ce n'est pas non plus pour les aider, mais c'est également pour que vous aussi vous compreniez ce qui se passe. Parce qu'il faut prendre tous ces atouts en point. Donc, malgré leur positionnement, il reste des gens très complexés. Ils veulent avoir tous les attributs physiques du caucasien, notamment en particulier, pas personnellement des Arabes, même si je lirais un peu les Arabes au caucasien, mais bon, voilà. Donc, ils veulent ces attributs physiques, ses cheveux, ses yeux, etc. Parce qu'ils trouvent que leurs cheveux est un peu... je ne sais pas trop comment sont les cheveux des œils bridés, mais c'est vrai que ça a l'air plus lisse que les cheveux des caucasiens. Visuellement, vous arrivez à voir la différence des deux types de cheveux, même si effectivement dans le comportement raide, c'est également raide de la même façon. Il faut comprendre que la mère de Kalagi était tombée amoureuse du père de Kalagi, qui est autrichien, et c'est un conte dont c'était un noble d'une famille de nobles autrichienne ou autricho-hongroise. Et effectivement, bien que leur union se soit faite contre l'avis du père de la mère, le père a vu cela un affront. Il faut comprendre aussi que les relations n'étaient pas bonnes entre l'Occident, je voulais dire l'Europe, et l'Asie. L'Asie n'aura jamais pardonné la manière avec laquelle l'Europe est entrée dans son histoire. Notamment, vous savez qu'on a forcé effectivement aussi beaucoup d'hybridés à entrer dans la chrétienté, fait de la christianerie, forcée, comme l'arabisation forcée effectivement, notamment dans certaines terres d'Asie. Donc le père de la mère japonaise de Kalagi a été très énervé suite à cela. Il avait donc demandé à sa fille, soit tu pars réellement avec ce Autrichien, soit tu dégages de la famille. Effectivement, la mère a quitté la famille. Le père l'a banni, donc son père l'a banni, et effectivement, elle est partie vivre avec son mari autrichien en Autriche. Et elle n'est plus jamais revenue, puisque même ses enfants, certains n'ont pas connu le Japon. Kalagi, souvent il a fait des allers-retours, et c'est pour ça qu'il s'est quand même permis de pouvoir, par moments, expliquer sa vision asiatique. Parce que c'est sa mère qui lui a appris à parler japonais. Donc Kalagi savait parler japonais, et il a quand même sillonné des territoires de son continent, en fait, et etc. Les autres enfants de la mère de Kalagi n'ont pas eu cette opportunité de clairement parler le japonais. Quitte à savoir pourquoi, I don't know. Voilà. Donc, il a été l'un des promulgateurs de la vision européenne, notamment de ce qu'on connaît tous de l'Union européenne, même si on ne l'a pas clairement défini, parce que c'est un peu honteux, notamment sur sa vision et sa pensée. Et effectivement, la vision avec laquelle il utilisera le métissage, effectivement, pour la destruction des peuples, notamment des peuplades, et effectivement, la destruction des pauvres, des sous-classes polydermiques, et etc. J'espère que jusque-là, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes perdu, expliquez-le, j'ai envie de dire. Parce que si vous êtes perdu et que vous faites comme si vous avez tout compris, je ne sais pas pour vous, si après-demain, vous repartez faire les mêmes erreurs, vous faites comme si vous êtes idiot devant un coderme, j'ai envie de dire, c'est un choix, c'est un parti pris, c'est une vision claire et nette, c'est une solution de votre vie pour échapper au pire. Mais j'ai envie de dire, le pire viendra toujours, en fait. Vous voulez le fuir, il sera là. Vous voulez le fuir et il sera là. Donc, effectivement, il a créé plusieurs romans, plusieurs ouvrages, dont celui qu'on lit aujourd'hui, qui s'appelle Idealismus Praktisch, Noblesse, Technique, Pacifisme, qui a été fait en 1925 et par effectivement l'édition pan-européenne pour laquelle il a beaucoup œuvré. C'était fait à Vienne, à Leipzig notamment.
Après, le texte que je lis, c'est une réédition en français, donc il faut comprendre que certains mots ne seront pas totalement bien expliqués, comme Carnegie l'explique mieux en allemand. De toute façon, je lirai certains mots en allemand, voilà. Au moins, j'ai pu apprendre cette langue. Et donc, après, effectivement, vous pourrez... pour ceux qui ont la version allemande, c'est même très bien aussi. Parce qu'elle est plus originale, plus originelle, plus vraie, comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, notamment, il a préféré trouver les originaux de Champollion le Jeune, dont celui qui est mort un peu plus jeune, dont Jean-François Champollion, que prendre effectivement les copies, et surtout la copie qu'avait fait son soi-disant frère, Champollion Figeac. Donc, effectivement, c'est mieux. Donc, nous allons commencer par lire la première partie qui s'intitule Noblesse, qui a été fait après, qui a été fait avant l'avant-propos. Il faut comprendre que l'avant-propos, c'est l'assemblage de tous ces textes qu'il a condensés en 4 pages. Effectivement, il a fait l'avant-propos après avoir fait ces textes et non avant. Et donc, l'avant-propos, c'est un peu une sorte de ligne directrice pour que vous compreniez un peu où est sa pensée. Et donc, ceux qui ne pensent pas comme lui, j'ai envie de dire, pourquoi avez-vous acheté ce livre? Effectivement. Donc, moi, en tant que mélanoderme, l'objectif, c'est de vous expliquer un peu la pensée, la vision locodermique et comprendre un peu comment est-ce que ces personnes pensent. Parce que bien que Carnegie était un noble et faisait la promotion de la noblesse, donc de l'aristocratie, vous allez comprendre qu'au-delà de leur comportement de noblichard, en réalité, malheureusement, leur comportement, c'est un comportement comme tout type de locoderme, de toute classe sociale, bien que ce sont des sociétés qui s'hiérarchisent. Parce qu'ils ont l'habitude d'aimer cela, ça les permet de sauvegarder certains niveaux de vie qui n'existent même pas, mais qui est que dans leur esprit, effectivement. Mais même s'il est vrai que avec l'argent, les visions ou les moyens matériels sont totalement différents, ou les moyens de pouvoir disposer de certains outils matériels sont totalement différents. Un pauvre ne peut pas s'acheter ce qu'un riche peut s'acheter. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est la réalité. Voilà. Tu gagnes 1000 euros par mois, tu gagnes 5000 euros par mois, tu ne peux pas t'acheter les mêmes choses. Tu gagnes 200 000 francs CFA par mois, tu gagnes 1 million francs CFA par mois. Vous ne pouvez clairement pas vous acheter les mêmes choses, ni avoir le même style de vie, ni avoir la même vision de la vie en fait. Mais effectivement, la roue tourne. Donc, on n'est pas très sûr de comment est-ce qu'on pourra gérer cet argent. Parce que des chefs d'entreprise, souvent, on coule au sol à la fin. Rien n'est fixe. Vous voyez très bien, la roue tourne. Rien n'est fixe. C'est une vérité. Ce n'est pas parce que l'Europe était une haute puissance à travers la barbarie qu'elle va rester la haute puissance à travers la barbarie. Même la Chine, dont ils se moquaient en disant les jaunes ou les hirons. Voilà les jaunes et les hirons qui sont en haut. Donc, personnellement, la roue tourne. Donc, vous avez compris, la première partie s'appelle Noblesse, notamment le premier chapitre, ou le premier point. Et là, donc, la première partie s'appelle Des humains rustiques et urbains, un humain de la campagne, humain de la ville, mais ce n'est pas personnellement ce que l'on va lire. Je vous ai dit qu'on ne va pas lire tous ces livres, des trucs qui ne nous intéresse pas. Ce que l'on va lire plus tôt aujourd'hui, ça sera le Juncker, le lettré. Donc le Juncker, on va dire que c'est quelqu'un un peu de la campagne qui ne fout rien. Bon, les gens de la campagne ne foutent pas, c'est pas qu'ils font rien, effectivement, ils font des choses. Mais effectivement, d'après les gens qui vivent dans la ville, dans les lettrés, parce qu'on estime que les gens qui sont en ville sont des lettrés, c'est un peu comme en Afrique, c'est-à-dire quand on est du village, on connaît rien, on sait pas parler, mais quand on vient de la métropole, bon, on peut pas dire qu'on a vraiment des métropoles, mais on va plutôt dire lorsqu'on vient de la capitale, effectivement, on estime que plus ou moins on sait parler, écrire, lire, des conneries comme ça. Mais lire et écrire en quelle langue et quoi? Donc là, il y a une différence. Nos enfants de nos villages, nos frères, nos soeurs, nos parents, etc., de nos villages, de ton village, de mon village, etc., ils parlent clairement la véritable langue, ils connaissent le véritable, plus ou moins, bon, pas totalement leur histoire, mais beaucoup sont souvent dans des églises ou des mosquées. Donc, ils sont plus dans la réalité de, véritablement, plus ou moins, de leur tradition, de leur culture, qu'une personne qui est dans la ville,
qui parlent soit le français, soit l'anglais, soit le portugais comme en Angola, soit c'est quelle langue là? Bref, je sais plus, peut-être l'arabe, je ne sais pas quoi, dans d'autres coins de Kamakachopa. Donc eux, ils sont dans la réalité de leur réalité, ils parlent leur langue, ils se connaissent, et même en même temps, en ville, notamment en Afrique, c'est pas tout le monde qui parle le français, c'est pas tout le monde qui parle l'anglais, ce n'est pas tout le monde qui est bilingue. Il y a des gens qui parlent leur langue de A à Z, et effectivement, ils font ainsi jusqu'à leur mort. Donc, c'est une vérité. Donc, comprenez qu'en Occident, il y a un problème en Occident. Donc, en Europe, dans ces coins-là, il y a que quelqu'un qui vient du village ou de la campagne, pour eux, c'est plutôt la campagne. Quelqu'un qui vient de la campagne, c'est plutôt quelqu'un, voilà, un renégat à la limite, il connaît que la terre et puis les vaches, les veaux, la terre, l'agriculture, tous ces coins, c'est un rustique. Et quelqu'un qui vient de la ville, c'est quelqu'un qui est cosmopolitain, c'est un wokiste, il est woke, il est éveillé, il connaît ce qu'il veut, voilà, c'est un éveillé quoi, un Kaxé Shada, pour ceux qui ont beaucoup vu la série. Clever, pour ceux qui ont vu les Clever, effectivement, vous saurez très bien ce que je veux dire par Kaxé Shada. Bon, ceux qui n'aiment pas les mangas japonais, c'est pas grave. Donc, on va lire tout de suite cette lecture. Le podcast sera assez long, donc je vous préviens déjà où je vais me dépêcher parce que c'est pas non plus trop important de trop expliciter, mais c'est pour que vous compreniez un peu la vision de ces personnes. Et c'est parce qu'il y a quand même un peu une certaine similarité d'un certain point de vue, ne serait-ce que limité en fait, que j'ai pris ce chapitre. Donc, effectivement, allons-y très vite. Il ne nous reste pas non plus beaucoup de temps. Ouais. Let's go to the show. Donc, de le Juncker et le lettré. L'apogée Blüte, faut comprendre que je lirai par moment pas en allemand. L'apogée Blüte de l'humain rustique est le noble propriétaire terrien, Landa de Ligue. Le Junger, l'apologie de l'humain. L'apogée Blüte de l'humain rustique est le noble propriétaire terrien, Landa Ligue, le Junker. L'apogée de l'humain urbain est l'intellectuel et le lettré. La campagne et la ville ont toutes deux engendré leur type de noblesse spécifique. La noblesse de volonté s'oppose à la noblesse de l'esprit. La noblesse de sang à la noblesse cérébrale. Le Juncker typique allie un maximum de caractère avec un minimum d'intellect. Le lettré typique, un maximum d'intellect avec un minimum de caractère. Donc effectivement, vous avez compris que dans les campagnes, on privilégie beaucoup les relations interfamiliales. Bon, je dirais pas interfamiliales, je dirais presque toujours des mêmes cercles familiales. Voilà, c'est le bon mot. Et en ville, il y a un certain mélange cosmopolite. Vous voyez, métropolitain, cosmopolite. Vous aurez des personnes qui viennent de tel et tel coin, forcément. Mais ils ne parlent pas là du métissage interracial. Comprenez-le. Comprenez-le, là il est clair dans ce qu'il parle. Il parle d'une autre vision. C'est la noblesse d'esprit. Et ce qui est clairement mis en avant dans les campagnes, c'est une noblesse de sang. C'est la reconnaissance du sang. C'est le fait de savoir que lui vient de ma lignée, ainsi suivi de génération en génération, un arbre généalogique clair, bien défini, qui n'est pas flou, dont on ne sait pas qui est cette personne, qui vient de nulle part, qui il divorce, il vient, il divorce. Bon, c'est pas comme les gens aujourd'hui qui divorcent comme des connards. Donc, voilà. En vie, c'est la noblesse d'esprit. Donc, c'est une noblesse cérébrale. On vous identifie par rapport à votre caractère intellectuel, la manière avec laquelle vous réfléchissez. Vous pouvez réfléchir mal, avoir effectivement de bons mots, vous vous exprimez bien, on va vous dire, oh là là, qu'est-ce que vous êtes intellectuel, vous parlez mal, vous dites des trucs mauvais, même si dans ce que vous dites, il y a des vérités, il y a des réalités, les gens vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul, hein? Voilà, donc c'est un peu des choses comme ça qui se passent malheureusement. Donc la ville, c'est quand même assez dangereux. Bon, sur ce point-là. Le Juncker, dans sa vision, est plutôt vu comme quelqu'un qui a plus de caractère, de poigne, qui sait s'affirmer, qui est déterminé, même si effectivement son niveau réflexionnaire est très bas.
Vous savez, on minimise beaucoup les gens qui viennent des villages. Parce qu'on estime que, franchement, dans les villages, on ne s'attend pas à beaucoup de gens très intellectuels. Ils sont doués pour tout ce que je vous ai dit un peu plus haut. Et le lettré typique, vous avez dit c'est l'intellectuel et vous avez dit tout ça. Donc, vous voyez très bien la différence qui s'opère et c'est véritablement une discrimination humiliante en fait. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de créer la société en différenciant les typologies de personnes selon le niveau de vie ou la géographie de vie. Là, on parle de l'Europe sur les terres européennes. Si on compare maintenant avec l'Afrique, pour eux, 1000 fois l'Europe, malgré leur idiot des campagnes, nous, on est encore plus idiots, j'ai envie de dire, à la limite, nous sommes tous des zéros, en fait, dans leur vision. C'est pour que vous compreniez que ces gens sont très dangereux, même si ils disent que souvent ils se cochent entre eux là, comprenez que avec nous, la note est déjà faite, en fait. Et c'est pour ça que vous devez faire très attention à votre manière à vous interroger sur l'Occident. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez strictement rien à rien et que vous mélangez des choses sur des critères de ces personnes. Ils ont leurs critères de notation. Nous aussi, nous devons avoir nos critères de notation. C'est juste pour qu'on soit un peu plus clair dans nos esprits. Je continue la lecture. Ô noble terrien, quand il parle de terrien, faites attention mes frères. Ce sont des mots pièges là. Certes, j'ai dit qu'on est sur la terre. Mais le terrien dont il va parler là, c'est pas le terrien de la terre. Il parle du terrien de la campagne qui, lui, travaille de la terre. La campagne européenne qui travaille de la terre. Il parle pas des terriens de la terre. Si déjà, il considère les Africains ou les Kamites comme des êtres vivants qui vivent sur la terre. Vous voyez très bien de quoi je parle. Au noble terrien ne manque pas en tout temps, en tout lieu, l'esprit. Ni au noble citadin le caractère. À l'instar de l'Angleterre des temps modernes, dans l'Allemagne des troubadours, la noblesse de sang était un élément culturel éminent. De l'autre côté, la noblesse d'esprit catholique et jésuite et la noblesse d'esprit chinoise des mandarins ont fait preuve à leur apogée d'autant plus de caractère que d'esprit. Je pense que c'est assez clair, on ne va pas trop expliquer ça, c'est un peu tout ce que j'ai dit un peu plus haut. Dans le Junker et le lettré culminant, les oppositions des humains rustiques et urbains. Toujours la même comparaison. La profession typique de la caste des Junkers est la profession d'officier. La profession typique de la caste des lettrés est la profession de journaliste. Mais attention, lorsqu'il parle de journalistes, il ne veut pas clairement dire que ils sont tous des journalistes et que voilà, ils vont aller faire des journaux. Non. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque tu viens de la campagne, c'est que tu ne peux que faire, si par exemple tu viens en ville, tu ne peux que faire des tâches liées au physique, à la limite. Ce ne sont pas des tâches qui seront liées à ta capacité intellectuelle, puisque tu es déjà classé par le fait que tu viens du village. Donc, par conséquent, dans la tête occidentale, tu viens du village, donc tu ne peux pas faire grand-chose. On va te demander de faire des choses physiques. Par officier, il parle de l'esprit d'exercer des choses plutôt physiques, le militaria, la policerie, je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, les gars des chantiers, et voilà. Bon, moi-même, j'ai dû travailler dans des chantiers, voilà, dû à mes études, effectivement. Bien que, voilà, je viens pas de la campagne. Mais c'est pour que vous compreniez un peu comment est-ce qu'il fonctionne dans l'esprit. Donc, et quand tu viens de la ville, tu fais des postes comme journaliste. Mais journaliste, c'est pas genre tu vas être journaliste. C'est que, vu que tu viens de la ville, tu es né dans un système assez, cosmopolite, etc., avec des écoles de partout, qui poussent de partout en ville, un système éducatif qui est d'autant plus impeccable en ville, soi-disant, entre guillemets, que effectivement dans la campagne. Donc, qu'est-ce qui va se passer par conséquent? Ce qui va se passer par conséquent, c'est que tu seras lié à des postes administratifs, des postes qui seront liés à une grande réflexion, à de l'originalité, à de la créativité, puisque effectivement, toi, tu as été créé dans une vision intellectualisante. Donc, ça, vous voyez très bien la division qui s'opère. C'est cruel, mais c'est leur réalité qui est devenue malheureusement une vision globalisante. Vu que nous copions tout ce qui est de l'Europe, je vais même élargir de l'Occident, je vais même encore plus élargir de la leucodermie. On est quand même un peu pitoyable. J'espère que
quand on décide de tourner le dos à certains pays européens, c'est pour revenir sur nos valeurs ancestrales. Comme beaucoup font la promotion des valeurs ancestrales, revenons donc sur nos valeurs ancestrales. Je pense que ça sera aussi très intéressant. Le Junker, officier, en est resté, donc psychiquement comme spirituellement, au stade du chevalier, dur avec lui-même et les autres, fidèle avec son devoir, énergique, persévérant, du conservateur et borné. Il vit dans un monde de préjugés dynastiques, militaires, nationalistes et sociaux. À sa profonde méfiance vis-à-vis de tout ce qui est moderne, vis-à-vis de la grande ville, de la démocratie, du socialisme et de l'internationalisme. Il allie une tout aussi profonde croyance foi en son sang, en son honneur et en la vision du monde de ses pères. Là, c'est vraiment le patriarcat occidental. Il méprise les citadins et avant tout les lettrés et les journalistes juifs. Ici, c'est important de s'arrêter. Mais comprenez que là, il parle du cadre européen. Mais ça va un peu vous faire réveiller dans le cas qui s'est passé et qui se passe dans les pays africains. On oblige les Africains à être démocrates. Mais personne ne sait ce que ça veut dire être démocrate. Si c'est être devenu des cons comme à la Ouattara, on voit très bien à quoi ça sert la démocratie. Et je vous rappelle qu'il lui-même, il avait très bien expliqué ce que c'est que la démocratie. Gallagher avait dit que la démocratie, qui est la véritable démocratie, c'est l'aristocratie, mais dissimulée en démocratie. Bien qu'étant de fait que vous connaissez très bien, la première vision du pouvoir du peuple a été une création de Gama Kachupa. C'est un peu comme la charte du Mandingue au Mali. Il faut se rappeler de l'histoire pour comprendre certaines origines. Donc effectivement, il y avait une vision du peuple uni, le peuple qui décidait, le peuple qui avait le choix. C'était en Afrique que ces premières visions ont été faites. Elles ont été remasterisées comme la Bible, la chrétiennerie, qui est une remasterisation des textes africains. Vous connaissez tous, on ne va pas vous mentir. Allez, vous connaissez les frères qui en parlent mieux que moi. Moi, je suis que dans la vision psychologique de la chose et philosophique. Donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre très très bien, c'est que lorsqu'on remasterise quelque chose pour montrer sa valeur par rapport à sa race, parce que c'est la locodermie qui a créé la race, effectivement, mais qui a pris ses origines en Inde, il faut comprendre que tout ça vient des peuples indo-européens. Il faut comprendre quelque chose. La démocratie que l'Occident promulgue n'est pas la même vision qu'avaient nos frères. Parce que c'est ça la particularité de la remasterisation, ou du remake, ou du take in the other way. C'est le fait de transformer. Ils transforment tout, mais pour leur vision à eux. Mais dans leur transformation, il y a beaucoup de choses qu'ils enlèvent. Donc la transformation n'est plus l'état originel, puisqu'elle a été transformée. Elle a été totalement... elle a été transformée, qu'on ne va pas trouver un autre mot. Donc ce n'est plus la chose que vous connaissez. Et donc la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, demos kratos, toutes ces conneries, ça ne veut aucunement dire le pouvoir du peuple. C'est dans votre esprit qu'il y a un pouvoir du peuple. Il n'y a rien de démocratique dans ce que l'Europe promeut ou l'Occident promeut. Mais effectivement, il se plaint du fait du nationalisme du Junker. Le Junker veut se référer à sa patrie, à sa terre. Les Maliens veulent se référer à leur patrie, à leur terre. Mais qu'est-ce que l'Occident dit? Il y a un mouvement nationaliste, comme si c'était très mal vu qu'ils soient des nationalistes. Mais des gens aiment leur terre, ils aiment leur pays. Ils aiment représenter leur pays, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Et là, le système du faible, c'est de faire peur aux forts, en leur faisant croire que le fait d'aimer sa patrie, c'est une mauvaise chose, parce que ce n'est pas dans l'esprit de la modernité. Le mot moderne, je ne sais pas combien de fois je l'ai redit dans mes podcasts. Et ce mot moderne est d'autant plus utilisé par les grandes sociétés occidentales, notamment sectaires, puisqu'ils nous ont dit que effectivement, le vrai homme, c'est l'homme moderne. Vu qu'ils sont patriarcaux, on va devoir dire homme, voilà, ça englobe la femme, voilà, vous comprenez. Donc,
Le vrai homme, c'est l'homme moderne, c'est l'homme des voyages, c'est l'homme qui a tout, c'est l'homme qui a les finances, c'est l'homme qui a les moyens, c'est l'homme qui est riche, c'est l'homme qui peut exercer tout ce qu'il veut partout. C'est lui qui a le pouvoir, l'image et la vérité. Et l'homme vrai, qui est l'homme réel, c'est l'homme locoderme. Là, on va être dans une vision un peu plus bien tracée, c'est caucasienne. C'est pour ça que beaucoup d'hommes noirs et de femmes noires se voient dans leur esprit caucasien. Et je dirais que si, comme on parle d'homme locoderme, je vais parler de l'homme mélanoderme, ne doit pas se voir dans l'image ou dans l'œil de l'homme caucasien. Si c'est rivaliser, ça ne sert à rien. Il doit devenir lui-même, se rappeler de ce qu'il faisait dans sa famille, etc. Et la femme mélanoderme, la femme noire, si vous préférez, si elle veut vivre sa propre vie d'elle-même, qu'elle vive sa vie d'elle-même en fait, et qu'elle arrête de se comparer à la femme européenne ou la femme caucasienne, ça va lui amener à quoi à la fin? À pas être aigri, passer son temps à pleurer, à pleurnicher, à envier. On va même croire que c'est de la jalousie alors que ces femmes sont totalement frustrées parce qu'elles sont, n'oubliez pas, le traumatisme congénital. Pourquoi envier de telles personnes? Parce qu'ils nous ont plongés consciemment, eux, dans l'Occident, dans une comparaison sans cesse avec eux. Alors que nous n'avons clairement pas besoin de se comparer à des personnes ou à des espèces pareilles, à la limite. Donc, si on revient à la lecture, on va faire vite, il ne reste pas beaucoup de temps. Dans le Juncker, ce que Carnegie plaint au Juncker, c'est le fait qu'il reste dans sa vision, il reste dans son esprit, qui est un esprit qu'il pourrait mieux expliquer dans un esprit traditionnaliste. Il ne veut pas s'ouvrir. Vous savez que la société d'aujourd'hui, dans la globalisation, estime qu'il faut s'ouvrir au monde pour effectivement pouvoir être moderne, pour pouvoir être plus actuel. Vous voyez, il ne faut pas être renfermé parce que si vous êtes renfermé, ça c'est dans le sens du terme, effectivement, vous êtes fermé aux cultures, vous êtes une sorte de vision nazie, vous voyez ce que je veux dire. Désolé, c'est pas parce qu'on est dans la vision germanique que je dis nazisme pour dire nazi. Non, c'est pas pour dire ça. C'est pour dire aussi que ils se plaignent de ce caractère qui est trop passéiste. Un peu comme ce que les afroféministes disent quand elles disent que les Noirs, les Africains ne sont pas dans l'éveil, ils sont trop dans le passé, ou ceux qui sont plus dans l'esprit de revenir, les retours aux sources, ils disent que c'est trop le passé, ça ne sert plus à rien. Souvent, ils les appellent les utopiens, des trucs comme ça. Bon, effectivement, ils ont leur manière de voir les choses. Effectivement, c'est gens modernes. Mais la question va revenir en quoi la modernité a sauvé la Terre, puisqu'on est davantage dans la pollution. Donc, la modernité, c'est quoi? C'est de polluer les terres, de polluer les animaux, de polluer le ciel et d'avoir une nourriture polluée, qu'on dit qu'on vit dans la richesse. Vous vivez dans quelle richesse? Puisque vous vivez dans la pollution. Votre nourriture est polluée. Les vernis que vous mettez sont pollués. Les sacs sont toxiques. Tout est toxique. Et les produits que vous mettez sur vos cheveux sont toxiques. Même si on dit que c'est machin naturel, il y a les insecticides qui sont passés par là. Il y a le vent. Le vent est une énergie tourbillonnante, donc ça se déplace à gauche et à droite. Donc, l'air est déjà pollué. Vous pensez que vous êtes dans une vision naturelle, et ça, c'est la conséquence des usines toxiques issues de la poussée de la vision industrielle du 19e siècle, moi j'estime qui a commencé vers, je dirais, plus le 17e siècle. Donc, ça fait des siècles que la Terre, je parle de la planète Terre, est polluée. Et que ce serait même rare de voir des produits extrêmement naturels. Je dirais que dans cette vision naturelle qui n'est pas réellement naturelle ou qui n'est plus totalement, je dirais que dans un lieu, dans un environnement qu'on estime plus ou moins sain, j'estime que les aliments ont 15% de toxicité en fait, ou de pollution dans leurs éléments. Donc, clairement, qu'est-ce qui est donc pur dans la modernité? Donc, il se plaint de cet esprit nationaliste, militaire, dynastique. Et donc, le Juncker est plutôt associé à quelqu'un qui est issu, qui est plus propice à faire des préjugés. Alors que nous voyons également des personnes modernes, nationalistes. Nous voyons des personnes modernes
qui font des préjugés. Nous voyons des personnes modernes qui sont issues des systèmes dynastiques. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, il n'y en a pas de différence. L'autre, il vit dans sa campagne, c'est tout, et l'autre vit dans la ville. Les deux ont la même vision de pensée, mais ils vivent juste sur des lieux très différents. Puisque nous retrouvons également toute cette vision dans les personnes qu'on dit lettrées. Il y a des personnes lettrées qui ne vivent que par le système génétique qui sont en eux. Mais la différence, c'est qu'ils vivent juste en ville, c'est tout, quoi. Et ils ont une manière de parler un peu différente. Après, il a parlé des journalistes juifs. Il aurait pu juste s'arrêter à journaliste. Pourquoi est-ce qu'il a parlé des juifs? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au fait que l'Allemagne n'aime pas les juifs? Pourtant, il y a beaucoup de familles juives en Allemagne. Et il y a beaucoup de juifs d'Israël qui essayent de revenir en Allemagne, qui veulent retrouver leur terre, là où ils ont été grandement présents, en fait. Et qui ont laissé leur famille en Allemagne. Qui, effectivement, pour fuir la hitlérisation, ont accepté d'être chrétiens, etc. Donc, pourquoi préciser juif? Bon, vous-même, vous le saurez. Le lettré précède son temps. Libre de préjugés, il défend des idées modernes, en politique, en art, en économie. Il est progressiste, sceptique, plein d'esprit, polyvalent, philstaïtique, à multiples facettes, changeant. C'est un hédémoniste, un rationaliste, un socialiste, un matérialiste. Il surestime l'esprit et sous-estime le corps et le caractère. C'est pourquoi il méprise le Juncker en tant que barbare rétrograde. L'essence du Juncker est la rigidité volontaire. L'essence du lettré est la mobilité de l'esprit. Donc voilà un peu sur les points sur lesquels il réfère le Juncker et le lettré. Le lettré est plutôt quelqu'un qui vit au temps présent. Il est ouvert d'esprit. Il se dit comprendre les autres peuples. Bon, si on va sur ce point-là, puisque l'Occident, ce sont les sociétés modernes. Les sociétés modernes, pourquoi sont-elles toujours nécrophobes alors? Eh bien, ça ne s'explique pas, non? Pourtant, elles doivent être ouvertes d'esprit, socialistes. Je vous ai dit que la socialisation, c'est issu de la démocratie, voilà, donc ça explique que le communisme ne pouvait pas fonctionner. Donc, ils sont bizarrement aussi matérialistes, les gens de la ville. Pourquoi des gens qui privilégient l'esprit, privilégient l'aspect matériel, alors que quelqu'un qui parle, soi-disant du Junkers, privilégie un peu cette noblesse familiale, les fruits de la terre, etc. Donc, il y a un problème sur les personnes qui viennent de la ville, en particulier les lettrés. Et donc, on veut valoriser les personnes de la ville, mais en fait, les personnes de la ville ne sont aucunement à valoriser, puisqu'en fait, les personnes de la ville sont totalement des personnes pauvres en esprit. Socialiste, mais qu'est-ce que c'est qu'un socialiste? Quelqu'un qui promeut l'égalité, mais on voit très bien en réalité qu'il n'y a pas d'égalité. Et l'ouverture des peuples. Est-ce que la France respecte le Mali? La France respecte l'Afrique? Est-ce que l'Occident respecte l'Afrique? En entier respecte le peuple noir? Est-ce que les États-Unis d'Amérique, en tant que pays né de la négrophobie, et les Amériques en entier, et l'Océanie, est-ce qu'ils ont respecté les habitants natifs qui vivaient là? Est-ce qu'ils ont respecté les personnes qu'ils ont déportées, qui vivaient ou qui vivent dans les Amériques? Vu qu'ils se disent être des personnes rationalistes, je vous ai dit que le rationalisme, c'est exactement ça, en fait. C'est un être qui est totalement décérébré. Tu es rationaliste et tu exerces toutes les atrocités de la terre, donc tu es naturellement un décérébré, en fait. Et c'est ça l'Occident, une terre de malades mentaux. Et tous les Noirs aliénés qui ont décidé de se battre pour l'Occident sont tous des malades mentaux. Effectivement, ils disent que les traits dans les personnes qui, de base, doivent plutôt être dans l'esprit, ils sous-estiment le corps, mais on voit très bien que c'est en ville que la vision caractéristique ou la vision du corps est mise en avant. Tu peux pas plaire à quelqu'un si ton corps ne va pas. Tu peux être très intellectuel, mais on s'en fout de ton intelligence. Qu'est-ce que ton corps a à nous offrir?
visuellement, est-ce que tu vaux la peine? Et c'est ça, la ville. Vous allez me dire que c'est le contexte. Non, même dans le contexte de cette époque, de ce monsieur, c'était comme ça. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent dans des rêves. Et c'est peut-être pour ça qu'il a dit idéalismus, pratique, idéalismus, c'est la même chose. Il y a des gens, ils vivent en ville, mais ils vivent ailleurs. Dans leur esprit, ils vivent ailleurs. Il y a des gens qui vivent dans la campagne, mais ils vivent ailleurs dans leur esprit. Il y a des gens qui sont à l'école, mais ils ne sont pas à l'école, leur esprit n'est pas à l'école. Donc, il écrivait son livre, peut-être qu'il était en ville, mais il n'était pas en ville. Ou il écrivait ce livre, il était à la campagne, mais il n'était pas à la campagne. Ouais, ça existe. Expliquez-moi aussi le comportement des Occidentaux qui sont en Afrique. Ils se comportent comme si ils étaient en Occident. Et ils pensent que, voyant bien la réalité de Kamaka Dioppa, que Kamaka Dioppa, c'est comme en Occident. Donc ça veut dire que leur corps est sur Kamaka Dioppa, mais leur esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas là. L'esprit est là d'où ils viennent et là où ils ont toujours été rattachés. Mais beaucoup de Noirs sont devenus un peu hors sujet. Le Junker et les lettrés sont des rivaux et des adversaires nés. Là où règne la caste des Junkers, l'esprit doit céder la place devant la violence. Gewalt, pouvoir. En de tels temps réactionnaires, l'influence politique des intellectuels est écartée, ou du moins limitée. Que règne la caste des lettrés, et la violence doit alors céder la place devant l'esprit. La démocratie vint le féodalisme, le socialisme vint le militarisme. Pas besoin de trop commenter sur ça. La haine réciproque entre l'aristocratie de volonté et l'aristocratie des esprits allemandes s'enracine dans l'incompréhension, chacun ne voit que les aspects obscurs de l'autre et est incapable d'en voir les avantages. La psyché du Junker, de l'humain rustique, demeure même aux plus grands écrivains éternellement fermée, tandis qu'après tout, les Junkers. L'âme des intellectuels des humains urbains demeure étrangère. Au lieu d'apprendre de l'autre, le plus jeune des lieutenants détourne avec dédain ses yeux et des plus éclairants, Furendern, guidant excellent, esprit de la littérature moderne. Donc il y a toujours ce mépris perpétuel des uns et des autres. En même temps aussi, vous voyez très bien la manipulation que Kalogui fait, c'est-à-dire il manipule ces deux êtres et les différencie. Ce qui va davantage augmenter la haine des gens des villes, la haine des gens des villages, etc. etc. Donc, il y a une manipulation exactement aussi derrière son discours. Mais il faut comprendre que son livre n'est pas fait pour tout le monde. Il écrit, mais ce n'est pas non plus fait pour tout le monde. Je le répète très bien, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et n'est pas du tout pour les Noirs. Voilà. Donc, mais nous, ça nous permet d'étudier un peu ces personnages, parce que ce sont des personnages. Donc, il y a le mépris naturel. Il y a le mépris naturel entre eux. C'est une société en compétition, c'est une société qui se déchire, qui bagarre, qui lutte, qui fera tout pour être la première. Même parmi les pauvres, le codem entre eux, ils bagarreront pour être le plus riche des pauvres. Et entre les riches, ils se tueront, ils s'entretueront pour être les plus riches des riches. Donc effectivement, c'est ça la locodéamie. Et lorsque effectivement ils arriveront à un niveau, effectivement, où ils auront les mêmes critères de vie sociaux, donc effectivement, une guerre sans fin s'effectuera entre les peuples occidentaux. C'est pour ça qu'ils feront tout pour maintenir leur classe sociale divisée, parce que c'est d'un maintien très important pour maintenir leur équilibre. Mais ça ne maintiendra aucun équilibre, vu qu'effectivement, c'est même ça aussi qui est la cause de la fin qui approche. À travers cette double incompréhension de la mentalité d'autrui, l'Allemagne militariste a d'abord sous-estimé la force de résistance des masses urbaines contre la guerre. Puis l'Allemagne révolutionnaire a sous-estimé la force de la résistance des masses rustiques contre la révolution. Donc chacun à leur tour ils se sont sous-estimés. Les urbains ont sous-estimé les rustiques ont sous-estimé les urbains, donc c'était déjà un problème social. Et lui-même l'avait rappelé que l'Europe a un problème social, mental, psychologique. Parce que l'Europe a fait un choix. Qu'est-ce qui était plus important ?
soigner son véritable problème social ou aller faire la guerre à des gens qu'ils estiment des peuplades, les voler, les violer, les revioler. Bon, vous savez ce que je veux dire. Donc, ils ont préféré aller violer, revioler, tuer, mépriser, nanana, ces peuples. Donc, leurs véritables problèmes sociaux, comportementaux leur revient sur la table, encore à leurs propres yeux. Mais est-ce que personnellement, mes frères, vous pensez qu'ils vont vouloir en débattre? Non, ils ont peur. Vous savez, mais pour nous juger, pour parler de nos problèmes, ces gens sont d'un douéisme incompréhensible. Et c'est en ça la prouesse de la faiblesse. Voir à l'autre le problème, mais jamais voir son propre problème. Nous savons que nous sommes aliénés, fous, et beaucoup de trucs très bizarres. Nous savons que nous sommes tombés dans une incompréhension de la chose. On voit très bien que Ouattara, au lieu de se battre contre ses ennemis, se bat contre son propre frère parce qu'il est complètement lobotomisé. Lui, ça ne vaut même plus la peine, c'est un zombie mort en fait. C'est un mort vivant qui probablement mourra d'ici peu, s'il n'est pas expulsé. Donc, ça c'est une réalité, c'est un fait, en fait, qui est observable et que tous les Noirs savent. Ils savent qu'ils ont un problème qu'on a créé, qui est le tribalisme. Le problème que l'Occident a créé, qui est le tribalisme. On sait qu'on a des problèmes de light skin, dark skin. On sait qu'on a des problèmes avec les enfants métis et les noirs. On sait qu'on a des problèmes avec les gens qui sont partis nous vendre en couple mixte. On sait qu'on a des problèmes avec des vendus comme Madame Diko, des gens qui sont partis se vendre moins cher, les intellectuels à Sédar Senghor. On sait. Ce n'est pas comme si on ne le sait pas, puisqu'on en discute, on n'a pas chacun chez nous. On sait qu'on a des complexés, des décapeurs de peau, des gens qui mettent des perruques, des gens qui ont honte de leurs cheveux, des gens qui refont leur nez, des gens qui veulent entrer dans les critères de l'Occident, de l'Ocodème, caucasien, etc., chinois, etc., arabes. On a des gens qui désespérément veulent être l'ami du blanc, du chinois, bon, de l'asiatique, de l'arabe. On le sait en fait. On le sait. On sait qu'il y a des noirs qui veulent avoir des enfants métis à tout prix. Vous croyez qu'on ne le voit pas? On le sait. On le voit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, on a tellement de problèmes. Mais donc pour eux, c'est facile en fait. C'est facile de parler de notre problème. Nous aussi, on sait qu'on a des problèmes. Dans les couples, les hommes noirs qui malheureusement ne sont pas assez responsables, les femmes noires qui ne sont pas assez responsables. On a cette catégorie-là. Mais eux alors, vous pensez qu'ils vont mettre le véritable problème sur la table? Pour ceux qui y croient, c'est dans vos rêves. Ils ne les mettront jamais sur la table. Parce que ça va encore plus les diviser que ce que déjà ils essayent de sauver. Ils veulent sauver une image d'eux, parce qu'ils ont une certaine image. Mais nous, notre image, l'image des Noirs, des Africains est déjà bousillée à l'échelle internationale. Donc, que dire en plus? Donc, après s'être divisé, après s'être méprisé entre les gens des campagnes, les gens des riches, dont les leaders, les fureurs de la campagne ont méconnu la psyché de la ville et sont pendants pour le pacifisme et pacifismus. Les leaders de la ville ont méconnu le psyché du peuple de la campagne et sont penchants pour le réactionnisme. L'Allemagne a d'abord perdu la guerre, puis la révolution, à cause de leurs problèmes sociaux qui n'ont pas essayé de remettre sur la table. L'opposition entre le Juncker et les lettrés est fondée sur le fait que ces deux types sont loin les extrêmes et non les points culminants de la noblesse de sang, de la noblesse d'esprit. En effet, la plus haute forme d'apparition de la noblesse de sang et le grand seigneur est celle de la noblesse d'esprit, le génie. Il reconnaît quand même quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il reconnaît que si l'Allemagne a perdu, c'est à cause de ses problèmes sociaux. C'est à cause de leurs problèmes mentaux. Et donc, cette division des deux classes, des personnes rustiques, des personnes illettrées, a fait en sorte que ce peuple n'ait pas su bien se positionner pour effectivement gagner cette guerre qu'ils appellent la première guerre qui était la caucasienne.
malgré les colonies, etc. Donc, ce n'est pas le fait de gagner Kamakachopa qui va régler leurs problèmes. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, ils peuvent tous nous tuer, mais le problème ne va jamais se régler. On va passer notre temps, nous, à les envier. Mais ça ne va pas non plus régler leurs problèmes. Vous pensez que c'est en vous mettant à genoux, c'est en ouvrant vos jambes, que effectivement, ces gens, ils seront bien et que tout sera bien. Ce n'est donc pas ça le véritable problème. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre aussi. Donc, ces deux aristocrates ne sont pas seulement compatibles, ils sont apparentés. Et là, maintenant, il essaie de trouver les liens. Vous savez, c'est ça qui est intéressant. Dans ce dispatchage ou dans cette séparation, je ne vais pas dire que là, on va pas dire dans la ségrégation, mais c'est quand même ça. Dans cette différence entre ces deux typologies d'êtres vivants des terres européennes occidentales, il y a une vérité. Il y a quand même certaines similarités qu'on pourrait mettre ensemble pour les allier. Donc ça, c'est le point. Vous savez, lorsqu'on fait des recherches ou des études, il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de l'un, de l'autre, et comment est-ce qu'à la fin, on pourrait mettre une certaine conclusion, une finalité. Donc c'est ça qui est quand même très intéressant dans la recherche. Donc c'est ce qu'il a essayé d'analyser en voyant ce qui a fait échouer l'Allemagne. Qu'est-ce qui a fait échouer l'Allemagne? Est-ce que c'est ce côté-là? Est-ce que c'est l'autre côté? Ou en fait, c'est pas les deux? Ou en fait, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour la suite? Est-ce que ce ne serait pas d'aider les deux? Etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très intéressant lorsqu'on fait des recherches. Et nous allons finir sur les paragraphes suivants, les deux paragraphes qui suivent. César ou César, l'accomplissement du grand seigneur, était le plus génial des Romains. Bon, ça c'est une reconnaissance de ses pairs. Goethe, bon, le sommet de la génialité, était le plus grand seigneur de tous les poètes allemands. Goethe, pour ceux qui connaissent très bien son histoire, il a également fait partie de ceux qui ont œuvré pour abrutir les Africains en Afrique. Bon, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, notamment, voilà, il y a l'Institut Goethe au Cameroun et on apprend l'allemand, etc. Donc, vous voyez très bien que ça allait très très loin cette histoire, mais bon, voilà. Le sommet de la génialité. Ici, comme partout, les stades intermédiaires s'éloignent les plus fortement, tandis que le sommet se touche. Les sommets se touchent. Donc, bien qu'ils soient éloignés, bien qu'on voit que les contextes les séparent clairement, l'objectif est le même. Ils veulent atteindre le même objectif, c'est sauver l'Allemagne de cette humiliation qu'ils ont eue par rapport à la France et l'Angleterre, qui ont eu les mérites, alors qu'ils ont été tous les deux sauvés par des terres qui se détestent aujourd'hui et dont les deux prostituées, excusez le mot, mais c'est la vérité, que sont l'Angleterre et la France, sont toutes les deux parties se livrer à l'Amérique. Pourtant, l'URSS s'est battue 2 fois, comme des connards, oui, des forcenés, pour sauver ces terres pour l'union de l'Europe, pour l'union de la race caucasienne. Malheureusement, l'attitude naturelle de certaines personnes reviennent encore et encore. Donc, maintenant, la Russie, aujourd'hui, qui n'est plus l'URSS avec l'Ukraine et tous ces trucs, Kestoslovaquie et Hongrie, tous ces trucs-là, Hongrie traître, sont malheureusement, voilà, et maintenant face à sa réalité, et les Amériques, qui avaient une époque de gloire incroyable, qui est encore là juste parce qu'elle s'appelle Amérique et que, soi-disant, c'est une nation arc-en-ciel qui, malheureusement, cette vision est en train de chuter parce que l'arc-en-ciel, c'est comme le Brésil. On voit plus trop, on voit pas très bien l'arc-en-ciel. Donc, il y a ce tournant comme ça de la vie. Donc, c'est l'échec de l'Allemagne par l'apport de ces deux forces extrapolées qui ont permis à la France et à l'Angleterre de pouvoir survivre. C'est même pas de gagner, mais de survivre à ces problèmes caucasiens. Numéro 1. Après, numéro 2. On ne va pas se mentir, l'armée américaine n'a pas non plus fait tuer beaucoup de ses soldats. Ce n'est pas pour... voilà, mais ça n'a pas été beaucoup de ses soldats et surtout qu'ils n'ont pas voulu faire tuer beaucoup de leurs soldats caucasiens dont ils sont partis mettre en pâture les méanodermes, comme d'habitude.
Voilà, comme d'habitude. Et on finit ici. L'aristocrate accompli est en même temps aristocrate de la volonté et de l'esprit. Mais il n'est ni Juncker, ni lettré. Il n'est ni l'un, ni l'autre. C'est un accomplissement des deux. C'est une réflexion de la circonstance des deux. Il allie une vaste vision, Weitblick, avec la force de la volonté, Willenstärke, la force de Juncker ou Telschkraft, faculté de juger, avec la force d'agir, Tatkraft, l'esprit avec le caractère. Si de telles personnalités synthétiques venaient à manquer, les divergents aristocrates de la volonté et de l'esprit devraient alors se compléter les uns les autres, au lieu de se combattre. Autrefois en Égypte, en Inde, en Chaldée, les prêtres et les rois, les intellectuels et les guerriers régnaient ensemble. Les prêtres se courbaient devant la force de la volonté, les rois devant la force de l'esprit, les cerveaux montraient les cibles des bras, freinaient les chemins. Fin de cette lecture. Ça, c'est très important ce qu'il a dit à la fin. Pour ceux qui ont suivi, effectivement, pour ceux qui ont suivi la biographie que j'ai faite sur Khalegi, je vous ai dit qu'il a étudié Kamakachopa, notamment les sociétés égyptiennes. Et il a fait partie, effectivement, de la Kabbale, Khalegi. Et donc, là-bas, ils font un culte à Akhenaton. Parce que, effectivement, il a eu un appui sur la vision d'Akhenaton. Et vous savez tous qu'Akhenaton, c'était le plus grand traître de Kamakachopa qui a épousé Salokoder, mais il y a eu des enfants métis qui ont détruit Kamakachopa. Bon, voilà, vous connaissez l'histoire, 5e dynastie, etc. Donc, il loue un culte, et c'est un culte qui est beaucoup loué, notamment dans les sectes Rose-Croix, tous ces trucs bizarres locodermiques. Mais ce n'est pas effectivement loué dans la même vision naïve d'Akhenaton, parce qu'Akhenaton était un peu, quand on lit son histoire, bon, c'était joli, oui, paix pour tous, tous, c'était joli, mais ça ne marche pas dans la réalité, parce qu'on ne connaît pas qui sont ces étrangers, et qu'on découvre qui sont les étrangers ne veulent pas vivre, voilà. Vous avez compris, c'est comme quelqu'un qui vit dans la campagne, mais en fait, sa tête est en ville. Quelqu'un qui vit en ville, mais sa tête est dans la campagne. Quelqu'un qui vit en Afrique, mais sa tête est en Europe. Quelqu'un qui vit en Asie, mais sa tête est aux États-Unis. Donc voilà, l'autre, sa tête est dans l'espace. S'il y a un extraterrestre, s'ils existent un jour et qui veut vivre, par exemple, au Cameroun, sa tête sera plus dans sa planète ailleurs, etc. Donc il va toujours croire qu'il va toujours parler en rapport de sa planète, etc. Donc, pour dire vrai, voilà. Voilà, pour dire vrai, c'est voilà. Donc, effectivement, tous pour tous n'a pas fonctionné, mais bon, c'était un système comme un autre. Vous voyez très bien que machin pour tous, c'est dans nos rêves, etc. Puisque on voit bien que le socialisme a une limite qu'elle ne veut pas accepter, aborder, voilà, etc. C'est comme la démocratie. Elle ne veut pas accepter qu'elle est pour l'Europe, et donc elle va continuer d'en vivre dans ses rêves. Donc, c'est celui qui veut vivre dans les rêves qui vivra dans les rêves. Ce qui est donc à remarquer à la fin, c'est que effectivement, il a donc eu cet appui historique-là, qui lui a donc permis également aussi de continuer sa vision, etc. Mais je vous ai dit que ça a été mal tourné, hein, parce que je vous ai dit que Akhenaton, c'est un naïf. Il était dans une naïveté qui ne s'était pas accomplie. Voilà. Et donc, effectivement, cette naïveté-là a plutôt été, comme d'habitude, mal interprétée par la Codernie elle-même, qui, effectivement, voilà, a tiré ce qu'elle a pu, parce qu'il y avait les hymnes d'Akhenaton. Il avait, vous savez que chaque roi de Kemet venait avec son système après. C'était pas un système qui devait soit dominer, soit voilà, mais c'est un système qui pouvait peut-être réparer certains défauts qu'avait l'autre, etc. Donc, effectivement, c'était un peu la même chose, mais eux, en fait, la caucasiennerie, comme d'habitude, ils ont réinterprété ça, mais à leur sauce à eux, d'une vision un peu tordue. Et puis, je vous renvoie à revoir la chaîne PKIet, j'ai oublié le frère Tot, voilà, qui est passé sur Mobali Makassi, qui explique mieux un peu ce qui se passe dans ces sectes kabbalistiques locodermiques et exactement mieux ces histoires des
d'avoir plutôt préféré prendre les textes de rythme d'Akhenaton. Et pourquoi, bizarrement, Akhenaton? Pourquoi avoir pris ce type, ce monsieur de cette histoire de Kamakachupa? Est-ce que c'est par rapport à sa vision qui a détruit ce peuple? Ou est-ce que il n'y a pas autre chose? Donc voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez apprécié le podcast. Si oui, likez, commentez si ça vous intéresse de commenter. Mais si vous avez des trucs à me dire d'améliorer, ce serait encore plus superbe, etc. Donc j'essaye de mon mieux. Vous voyez, ce n'est pas évident de toujours parler de la locodermie, s'il fatigue par moment, mais on n'a pas le choix, on doit comprendre qui sont nos adversaires, etc. Au-delà de toute chose, c'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Voilà. Donc, prochainement, on va lire The Gentleman et le Bohémien. Je vous invite à venir nombreux suivre ce podcast, Le Gentleman et le Bohémien. C'est pour que vous compreniez très bien, réellement les rapports qu'on a avec le gentlemanisme, un caractère propre, vous allez comprendre à qui, et le bohémianisme, donc les personnes qui ont l'air accessibles, comme vous aimez très bien les gens accessibles. C'est limite de la prostitution, la manière dont certains Africains et Noirs pensent aujourd'hui. Donc, je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Une beauté à tous. Bibala.